Bonsoir à tous et bienvenue sur Monaco Info. Vous êtes ici, chez vous, installez-vous confortablement. Nous allons parler du télétravail. Il était déjà opérationnel avant la crise sanitaire, il était nécessaire pendant le confinement. À présent, êtes-vous pour ou contre le télétravail? Est-ce un nouveau mode économique? Nous vous avons posé la question. Nous rendrons hommage, et c'est important, à l'ensemble du personnel de la SMA. Ils ont été sur le front pendant cette crise sanitaire. Ils le sont encore quotidiennement pour rendre nos rues plus propres. Pour discuter de l'ensemble des missions de la Société monégasque d'assainissement, nous serons avec Edgar Henrici, le directeur général de la SMA. Monarchéo, l'archéologie monégasque révélée. Voici le titre et le thème de la prochaine exposition du musée d'anthropologie préhistorique. Un événement qui retracera dès jeudi les richesses historiques que l'on a pu découvrir ici en principauté sur une période quand même de 300 000 ans. Pour vous faire découvrir cette exposition en avant-première, restez avec nous, le directeur du musée, Elena Rossoni, notaire. Et enfin, juste à côté, le nouveau musée national de Monaco, à la Villa Paloma. Nous vous y ferons découvrir les ateliers jeunes et les ateliers famille, ou plus exactement un jeu de piste, une chasse au trésor en quelque sorte. Je vous le disais, dans ce sommaire, il en a été beaucoup question au début de la crise sanitaire en mars dernier, le télétravail. Malgré le déconfinement début mai, plusieurs employeurs ont décidé de demander à leurs salariés de poursuivre ce télétravail. Qu'en pensez-vous aujourd'hui, en ce mois de septembre? Êtes-vous pour ou contre? L'avez-vous expérimenté ou pas? Sandrine Nègre est partie à votre rencontre. Je suis absolument pour. Je trouve que ça désengorge le pays et ça fait gagner du temps. À 100% pour. Quand c'est maîtrisable et quand ça peut être mis en place, c'est une très bonne chose. Et je continue à l'expérimenter de façon assez ponctuelle. Non, pour le télétravail, mon mari a été en télétravail. Maintenant, les deux parents qui sont en télétravail avec des enfants en bas âge, bon courage. Parce que j'ai des amis, ça leur arrive et voilà, vous êtes en pleine réunion, c'est compliqué, en bas âge. Après, oui, c'est très bien d'avoir cette alternative. Alors, il y en a plein pour qui c'était positif, ça leur évite les trajets, ça évite plein de choses. Après, j'ai eu moi avec les clients surtout, j'ai eu beaucoup de retours, on est quand même enfermés quoi. Donc c'est vrai que la vie sociale, de manger avec les collègues le midi, d'avoir des collègues de travail tout simplement, ça c'est vrai qu'en général ça fait souffrir les gens. Pour dans le sens où c'est faisable de pouvoir le faire depuis chez soi et en fonction des corps de métier. Moi je travaille sur les chantiers, donc c'est beaucoup plus difficile à travailler en télétravail, mais bon, tout dépend. Moi je suis archi pour aussi, franchement. Les personnes ne doivent plus se déplacer, elles perdent moins de temps et puis elles travaillent beaucoup plus à l'aise. Et c'est une façon de faire qui, je pense, qui va donner des résultats de plus en plus. Difficile de faire du télétravail avec la profession dont nous allons vous parler maintenant. Ce sont des hommes de l'ombre. Ils sont là pour assurer la propreté de la principauté ou par exemple désinfecter les lieux et les jardins publics. Et pendant le confinement, comme les infirmières et les médecins, ils étaient en première ligne et ont contribué à leur façon à éviter une propagation du virus. Comme quoi il n'est pas nécessaire d'avoir un costume de Batman ou de Superman pour finalement être un super-héros. Et je veux parler du personnel de la SMA. Avec nous, le directeur général de la Société monégasque d'assainissement. Bonsoir Edgar Henrici. Bonsoir Fabien. Comment est-ce que vous résumeriez, vous, la Société monégasque d'assainissement? Donc trois métiers pas faciles, qui sont, je veux dire, sans être d'un ordre dégressif d'importance, c'est-à-dire le nettoiement, donc avec un engagement très fort souhaité par le gouvernement, à savoir tenir la principauté en étant en constante propreté, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite. Ensuite, c'est la collecte des déchets qui ne sont pas que les déchets ménagers, mais aussi le déchetterie sélectif. Et enfin et surtout, le traitement des déchets en principauté sur l'usine de valorisation, parce qu'on a toujours appelé l'usine d'incinération, que je trouve très réducteur par rapport à l'usine que nous avons effectivement en principauté, puisque nous faisons le chaud et le froid de tout le quartier de Fontvieille et nous produisons de l'électricité. Donc en fait, ce n'est pas seulement un four qui incinère les déchets, mais c'est le processus d'incinération. C'est une énergie qui est utilisée après pour la population. Exactement. Et dans le même temps, on traite aussi les bouts résiduels des eaux qui permettent, si vous voulez, de l'incinérer complètement. Combien de personnes travaillent à la SMA et elles sont réparties comment? Nous avons 266 salariés en tout, avec 200, pratiquement 50 personnes de terrain. On a 150 personnes pour le nettoiement et à peu près 50 à 60 pour la collecte des déchets. Alors ce sont des hommes de l'ombre en quelque sorte, mais ô combien importants au quotidien. Moi je suis le premier depuis que je suis arrivé donc il y a 12 ans de ça, en mars 2008, et j'ai été surpris par
la qualité du travail de nos salariés qui aiment leur métier, pourtant difficile, parce que je veux dire, le nettoiement, la collecte des déchets, c'est un travail qui est très pénible. Ils se l'approprient complètement et je veux dire, on ne les voit pas en principauté, mais le travail est fait de manière régulière et de manière permanente. Pendant la période de confinement, je me rappelle, les employés de la SMA ont été mis à l'honneur. Des habitants les ont applaudis sur leur passage. Des enfants leur ont fait des dessins. Comment ont-ils réagi? Comment avez-vous réagi à cette belle mise en lumière, en quelque sorte? La réaction a été très affective de la part de nos salariés parce que c'était naturel. Vous parliez tout à l'heure donc des enfants. Moi, j'ai en tête une photo de 2 enfants qui remettaient donc un dessin qu'ils avaient fait donc un agent de propreté de notre société. Et cette image-là, elle a non seulement un caractère, si vous voulez, de reconnaissance, mais quand ça vient des enfants, c'est vraiment naturel. C'est pas dicté, c'est pas surfait. Quel enseignement vous tirez, vous, de cette pandémie? Cette pandémie, ça m'a fait ressortir ce que j'avais déjà constaté dès ma prise de fonction, ce côté familial qui est dans notre société, cette solidarité qu'on a entre nous, à tous les niveaux, et qui est quand même une force. Alors vous leur avez peut-être dit personnellement, mais là vous avez l'antenne pour vous sur Monaco Info. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes les personnes qui ont travaillé comme ça à la SMA, tout le personnel, pendant cette période? Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Moi je crois que le seul mot c'est merci. Très bien, Edgar Henrici, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup Fabien. Et une des nombreuses missions de la SMA dont on n'a pas encore parlé, la distribution, Christina, de gel hydroalcoolique un peu partout dans les lieux publics de Monaco. Effectivement, Fabien, la Covid-19 étant encore présente, il est donc essentiel que les mesures barrières soient respectées pour éviter une nouvelle propagation du virus. Alors, comme vous l'avez dit, Fabien, le gouvernement, en partenariat avec la Société monégasque d'assainissement, a fait installer au mois de juin 63 distributeurs de gel hydroalcoolique répartis sur différentes zones. Pour rappel, le plan, avec leur localisation, des bornes entretenues et rechargées par la SMA, en plus de toutes celles installées par l'administration des domaines dans le hall des immeubles domaniaux et aux abords des centres commerciaux. Je vous rappelle que la SMA désinfecte également quotidiennement les galeries et les ascenseurs publics. Absolument. Alors que le stade nautique Régnier 3 continue de faire de nombreux adeptes, une autre piscine vient également d'ouvrir ses portes aux baigneurs. Et oui, depuis hier, il est de nouveau possible de profiter de la piscine Saint-Charles. La réouverture du complexe aquatique s'accompagne de la reprise de l'ensemble des activités et cours avec des gestes et des mesures adaptées à la situation sanitaire, bien sûr. Ainsi, le nombre maximum de personnes autorisées à être dans le bassin en même temps est fixé à 30. Les cours aquatiques sont limités, eux, à 16 personnes. Les cours de natation prénatale sont, eux, limités à 8 personnes. L'activité bébé nageur est également de retour à la piscine Saint-Charles, mais avec uniquement un parent au lieu de 2 habituellement. Enfin, la salle de musculation, généralement en libre accès pendant les heures d'ouverture au public, reste quant à elle fermée, Fabien. Rien ne vous empêche en revanche de faire de la muscu à la maison. Une belle campagne où les bâtiments et les monuments sont éclairés de couleur or. C'est en ce moment un peu partout en Europe. Oui, le mois de septembre étant le mois de sensibilisation au cancer infantile, durant une semaine, le Parlement européen a décidé de s'habiller d'or pour apporter une visibilité sans précédent au fléau du cancer infantile en Europe. La principauté a choisi, elle aussi, de soutenir cette belle initiative. Et c'est pourquoi, tous les soirs jusqu'à la fin du mois, le Grimaldi Forum s'illuminera d'or de 20h à 22h. Merci, on se retrouve dans quelques instants. Je vous propose à présent de faire un voyage sur 300 000 ans d'histoire en principauté à travers une exposition au musée d'anthropologie préhistorique. Cette exposition ouvrira ses portes dès jeudi. Et pour en parler avec nous, le directeur du musée. Bonsoir, Elena Rossoni-Notaire. Bonsoir Fabien. Nous sommes là, comme je viens de le dire, pour parler de la nouvelle exposition au musée d'anthropologie préhistorique. Son nom, Monarchéo, c'est ça? C'est ça, Monarchéo, l'archéologie monégasque révélée. Quel est le concept de cette exposition, tout simplement? En fait, les chercheurs du musée d'anthropologie préhistorique de Monaco et leurs collaborateurs, partenaires internationaux ont étudié toutes les collections archéologiques retrouvées à Monaco
il y a une centaine d'années ou encore découvertes récemment. Alors mettez-nous l'eau à la bouche, qu'est-ce que l'on va pouvoir y découvrir? Alors on vous propose un voyage dans le temps, point de vue archéologique, c'est-à-dire que vous allez vous promener à Monaco pendant la préhistoire, à Monaco pendant le néolithique et l'âge des métaux, à Monaco durant l'Antiquité, le Moyen-Âge, l'époque moderne jusqu'à aujourd'hui, avec des découvertes exceptionnelles sur notre territoire, sous la terre ou sous la mer, des choses que vous n'avez jamais vues, qu'on a retrouvées dans les tiroirs ou qu'on a découvert et mises au jour récemment dans les chantiers par exemple. Alors quelles y seront les pièces maîtresses? Alors on en a plusieurs, on en a une on va dire pour chaque espace. Je vous invite à venir découvrir les plus anciens restes humains à Monaco. Personne n'est encore informé, donc on a trouvé des restes extrêmement anciens, humains, dans la grotte de l'Observatoire par exemple, ou encore dans la grotte de Saint-Martin à Monaco-Ville. Vous avez aussi un magnifique bassin fléché, une jeune femme, la pauvre qui s'est fait tirer une sorte d'arbalète dans le dos, peut-être une première guerrière monégasque, ou encore un crâne qui avait été découvert à la Condamine, vers le port de Monaco, et un de nos collègues a restitué en 3D le visage de cette personne qui a vécu au IIIe siècle après Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que l'on peut dire de la richesse archéologique de la principauté? Faites-nous un petit cours d'histoire préhistorique en quelque sorte. Qu'est-ce que l'on sait de cette période ici sur les terres de Monaco? Eh ben, on peut être fier parce qu'avec notre tout petit territoire de 2 km², figurez-vous qu'on a plein de zones, ce qu'on appelle sensibles, c'est-à-dire à fort potentiel archéologique. On en a pratiquement dans tous les quartiers, pour toutes les époques. Monaco a été occupé depuis 300 000 ans, donc depuis la préhistoire, évidemment occupé par les premiers agriculteurs éleveurs au néolithique et à l'âge des métaux. L'Antiquité a été extrêmement riche, hein. On a ce magnifique port et cette Condamine, mais aussi d'autres quartiers moins connus comme le Jardin exotique ou Monte-Carlo. Et bon, on sait le reste évidemment avec le Moyen-Âge et la famille Grimaldi jusqu'à aujourd'hui. Et puis en parallèle, il est possible d'effectuer un escape game au musée d'anthropologie. Alors expliquez-nous déjà, en quelques mots, hein, qu'est-ce qu'un escape game et comment est, j'ai du mal des fois à le dire, cet escape game au musée? Un escape game, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'enquête, un jeu de groupe où on doit avancer, répondre à des questions, être dans des salles où il y a des petites zones secrètes. On doit se débrouiller par soi-même, un peu comme les archéologues, pour mener une enquête. Voilà, Monarchéo, hein, à découvrir au musée d'anthropologie préhistorique à partir du 10 septembre. Elena Rossoni, notaire, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. On se déplace, mais vraiment juste à côté du musée d'anthropologie, au nouveau musée national de Monaco, où l'on retrouve Alexandra Pani pour une manifestation, ou plutôt pour y découvrir un atelier. On a l'habitude de suivre régulièrement les ateliers jeunesse, mais cette fois-ci, nous nous trouvons à la Villa Paloma pour un atelier en famille. C'est un atelier de groupe, Leslie, que vous animez. Quel est le but, en fait, de cet après-midi ? Ça va être en effet pour celui d'aujourd'hui, parce qu'il y a celui du samedi aussi, mais celui du dimanche, ça va être un jeu de piste dans les jardins de la villa. Avec l'objectif, c'est de rassembler un peu les familles pour faire un jeu de piste classique. Et vu qu'on a pas mal d'œuvres, comme la Maison Bleue derrière moi, qui sont un peu à travers les jardins, en plus de la vue, ça va permettre aux gens d'un peu se balader dans les jardins et de profiter du musée. On va prendre le temps un peu de parler du musée, de qu'est-ce que c'est que nos collections, parce qu'on a quand même une richesse que peu de gens connaissent. Donc ça, on va permettre un peu de présenter notre démarche de collectionneur en tant qu'institution. Et après, en effet, il faut faire la course. En tout, ce sont 7 énigmes à déchiffrer qui permettent d'arpenter les jardins de la Villa Paloma de manière ludique en famille. Ce jour-là, 3 générations, la petite fille, la maman et la grand-mère, ont uni leurs forces sur ce jeu de piste en plein air et ce fut un succès, bien que certaines œuvres étaient apparemment plus faciles à trouver que d'autres, selon Julia. Le magasin, c'était évident parce que toutes ces chaussures, elles sont très abîmées et elles sont devenues vertes parce qu'il y a des plantes vertes. Et on s'est bien amusé. Ouais, c'était bien expliqué, bien. Ouais. C'était un bon moment. En plus avec elle, c'était parfait. Parfait. On a même trouvé le point. Ouais. Oui. Ça, c'était le plus dur pour moi. C'était le plus évident, le plus dur. Oui. Une manière de découvrir en famille le musée
autrement. Et sachez en tout cas que les ateliers jeunesse, eux, continueront comme d'habitude pendant les vacances scolaires. Des vacances scolaires, si je ne me trompe pas, qui devraient débuter en ce qui concerne la Toussaint à partir du mercredi 21 octobre. On vous retrouve, Christina, pour nous parler d'une exposition qui va nous faire découvrir en fin de semaine le pays du soleil levant. Oui Fabien, on reste au Grimaldi Forum. Après la pandémie mondiale et la difficulté de voyager, le Centre des Congrès a décidé d'embarquer ses visiteurs vers des contrées plus lointaines en organisant l'exposition Made in Japan, un salon dédié à la culture japonaise sous toutes ses formes, spécialités locales et culinaires, produits artisanaux traditionnels ou de luxe. Au programme, des dégustations, des ateliers et des démonstrations. L'exposition ouvrira ses portes vendredi pour les refermer dimanche soir. Alors si vous avez envie de voyager ce week-end, le Grimaldi Forum vous attend. Un autre rendez-vous à noter dans vos agendas, toujours ce week-end, mais cette fois il s'adresse aux amateurs de belles carrosseries. Dimanche aura lieu le 7e rallye féminin de voitures anciennes Childcare Monaco. Et afin de respecter les gestes barrières, les voitures seront toutes cette année décapotables. Le départ sera donné à 9h15, place du Casino dimanche, et l'arrivée est prévue à 19h, place du Palais, où aura lieu la remise des prix. Un événement caritatif puisqu'il est organisé chaque année pour récolter des fonds en faveur de l'association Childcare Monaco qui lutte sans relâche pour favoriser le droit et l'accès à l'éducation des enfants défavorisés dans le monde. Alors l'argent récolté lors de ce rallye servira pour acheter des kits alimentaires de survie pour des familles en Inde qui ne peuvent plus se nourrir faute de travail et d'argent. La météo à présent, quel temps fera-t-il ce mercredi ? Eh bien, avant l'aube du mercredi, le temps qui s'installe est généralement clair, mais pendant la journée, quelques passages nuageux sont prévus, mais la journée sera en grande partie ensoleillée. Une très légère brise soufflera tout au long de l'après-midi. Du côté des températures, de la douceur, comptez 20 degrés le matin et 26 l'après-midi. L'eau sera quant à elle à 24. Le soleil se lèvera à 7h02 avant de se coucher à 19h52. Mercredi 9 septembre, nous fêterons les Halins. Merci de votre fidélité. On se retrouve mercredi 19h. En attendant, portez-vous bien. À très bientôt. Au revoir.